Une fine brume recouvrait les maisons de banlieue tandis que James Whitmore plissait les yeux à travers les vitres embuées. La faible lueur jaune des vitres tachetées de buée vacillait dans ses phares tandis qu'il s'engageait dans l'étroite allée. Cela faisait presque 3 mois qu'il n'avait pas tenu sa fille dans ses bras, 3 mois passés dans un camp d'entraînement spécial sur la côte ouest, sans lettres, sans photos, avec un seul objectif, terminer sa mission et rentrer à la maison. Son sac à dos trempé lui claqua dans le dos. Sa main gauche agrippa la sangle tandis que sa droite cherchait le double de la clé cachée sous la lumière du porche. La porte d'entrée s'ouvrit sans bruit, et une vague de parfums synthétiques inconnus aux lavandes et citrons l'envahit, des senteurs qu'il n'avait jamais utilisées chez lui. À l'intérieur, le plafond brillait doucement sous une rangée de LED blanches. Le canapé avait été refait à neuf et une seule bougie brûlait sur la table. James? La voix de Diane provenait de la cuisine. Surpris mais pas totalement perturbé, il la regarda s'essuyer les mains farineuses sur son tablier et sortir dans le couloir. « Je ne pensais pas que tu reviendrais aujourd'hui, dit-elle. Il hocha légèrement la tête. « J'ai pris congé plus tôt. Je voulais te faire une surprise. » Diane sourit, bref et doux. « Émilie sera ravie. » Où est-elle? James posa son sac à dos près de la porte et scruta la pièce. Pas de petites chaussures, pas de peluche familière drapée sur la coudoir du canapé. Tout était trop propre, trop calme. Elle est allée se coucher. Elle a beaucoup joué aujourd'hui, elle s'est épuisée, répondit Diane en lui tournant le dos. James ne répondit pas. Il se dirigea lentement vers l'escalier et s'arrêta sur le palier. La chambre d'Émilie était plongée dans l'obscurité, la porte close. Aucun son ne provenait de l'intérieur, jusqu'à ce qu'un cri à glacer le sang déchire le silence. « Papa !» Sans hésiter, James se précipita en avant. Sa main claqua la poignée, elle était verrouillée. Il se raidit et donna un grand coup de pied. La porte s'ouvrit brusquement et la lumière du couloir se répandit dans la pièce. Émilie était blottie dans un coin, le visage strié de larmes, sa chemise de nuit froissée. Sur sa joue gauche, une légère marque rouge luisait comme un bleu récent. Diane se tenait à 2 pas d'elle, serrant un petit oreiller comme si elle venait de le jeter. L'espace d'un instant, ils se figèrent tous les trois. Puis James tomba à genoux près d'Émilie. Elle recula légèrement lorsqu'il lui toucha l'épaule, elle ne recula pas, mais ne se pencha pas non plus. Son regard était vide, perdu dans le vide. Elle s'amusait, elle a glissé, et tombé et a crié. « J'allais la maîtriser, » dit Diane, la voix tremblante mais déterminée. James ne la regarda pas. Il attira doucement Émilie plus près, vérifiant sa nuque. Il y découvrit un vieux bleu. Ses petites mains étaient glacées. Il ouvrit sa veste, l'enroula autour d'elle et la serra fort. « Tu m'as dit qu'elle dormait, » dit-il, les yeux toujours fixés sur la forme tremblante d'Émilie. « Elle dormait quand tu l'as récupérée, » répondit Diane, la voix soudainement raide. Les bras d'Émilie pendaient mollement tandis que James la soulevait. Une larme coula sur sa joue, s'imbibant de son col. Il ne l'essuya pas. En haut des escaliers, Ricky et Madame Suzanne apparurent. Ricky demanda, « Que s'est-il passé ?» Je n'ai entendu qu'un cri. James ne dit rien. Tenant Émilie dans ses bras, il descendit l'escalier, passant devant la main tendue de Diane sans croiser son regard. Dans le salon, il déposa délicatement Émilie sur le long canapé et la recouvrit d'une couverture. Il se tourna vers Diane, Ricky et Madame Suzanne. « Que se passe-t-il ici ?» Sa voix était basse et ferme à un ordre d'officier. Personne n'a répondu. Dans la cuisine, James ouvrit le réfrigérateur. Il n'y avait pas la brique de lait spécial dont Émilie avait besoin. Aucun de ses plats préférés n'y était. Sur le comptoir, sa petite tasse en plastique en forme de hibou avait disparu. De retour sur le canapé, Émilie resta silencieuse, les yeux ouverts. James s'assit à côté d'elle. « Parle-moi » murmura-t-il d'une voix douce. Émilie serra les lèvres et secoua la tête. James ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, ses paroles furent une promesse. « Désormais, personne ne rentrera dans ta chambre, sauf moi. Tu comprends ?» Émilie hocha légèrement la tête, puis murmura, « Tu pars encore ?» Cette question le transperça profondément. Il déglutit avec difficulté. « Non, » dit-il fermement. « Je reste. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. » Il ne savait pas alors que le vœu final de ce père marquerait le début d'une douleur si cruelle qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Cette nuit-là,
Emily s'endormit sur le canapé, la tête posée sur son bras. De temps à autre, elle bougeait, mais ne criait jamais. James ne dormait pas, sa main restait posée sur son épaule, ses yeux fixés sur son petit visage où la marque rouge s'était estompée en un bleu pâle. Avant l'aube, il la porta à l'étage, alluma la lumière tamisée de la chambre et l'aborda dans son lit. Il approcha une chaise, glissa sa main sous la couverture et examina attentivement ses coudes, ses mollets, ses poignets et la base de son cou. Juste en dessous de son poignet gauche, il y avait un bleu récent verdâtre violet, jaunissant sur les bords. Près de la naissance des cheveux, une légère marque ronde, comme une égratignure. James retint son souffle, puis retira lentement sa main. Il se leva et se dirigea tranquillement vers la cuisine. En bas, Diane était habillée, les cheveux bien coiffés, le tablier impeccable. Ricky était assis à la table, vêtu d'un sweat à capuche gris, les pieds posés sur la chaise d'en face, et mangeait des céréales. Madame Suzanne lui servit du café avec un petit sourire désinvolte. « Tu veux du café, Diane » demanda Madame Suzanne en déposant des tranches de pain dans une assiette. James s'appuya contre l'encadrement de la porte. « Emily dort encore » demanda Ricky, la bouche à moitié pleine. « Elle est fatiguée » dit James, les yeux rivés sur les mains de Diane tandis qu'elle coupait du beurre. « C'est quoi ce bleu sur sa joue » demanda-t-il à voix basse. Diane marqua une pause, puis continua comme si elle n'avait rien entendu. « Elle est probablement tombée hier, tu sais comme elle court toujours partout. »« Je te l'ai déjà dit. » Le regard de James se durcit. « Et la marque sous son poignet ?» Madame Suzanne sirota son café en silence. Diane se tourna enfin vers lui, l'air neutre. « C'est vieux, peut-être de l'école. Ou peut-être d'avant, quand la gouvernante était encore là, ajouta-t-elle en haussant les épaules, comme si cela expliquait tout. Ce matin-là, James emmena Emily à l'école maternelle, comme toujours. Elle était assise tranquillement sur le siège passager, serrant contre elle le petit ours en peluche qu'il lui avait offert pour son 4e anniversaire, la seule chose à laquelle elle tenait fermement. À l'école en briques rouges, dont le jardin était encore humide de la pluie de la veille, il la conduisit sur les marches. Bethany, l'enseignante, bloc-notes à la main, leva les yeux. Son expression changea un instant en voyant James. « Bonjour, Emily, dit-elle doucement. Elle s'agenouilla doucement pour soutenir le regard de sa fille. Emily ne répondit pas. Elle se contenta d'un léger hochement de tête, son regard se détournant de celui des autres. James posa une main ferme sur l'épaule d'Emily et se pencha vers elle. « Entre, ma chérie, dit-il doucement. Je vais juste parler un peu à mademoiselle Bethany, puis je viendrai te chercher. » Emily hocha légèrement la tête et se glissa dans la salle de classe. Lorsque la porte se referma derrière elle, James reporta toute son attention sur Bethany. « Mademoiselle. » Commença-t-il d'un ton calme, « Pendant mon absence, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel chez Emily? Des changements dans son comportement ou dans ses interactions avec les autres ?» Bethany se déplaça, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille et ajustant ses lunettes. « Elle est plus silencieuse que d'habitude, » admit-elle. « Elle reste seule, dessine beaucoup, mais ne partage pas ses photos. Elle sourit moins non plus. »« Moins souriante, elle dessine seule » répéta James sans la quitter des yeux. « Tu crois que quelque chose lui fait peur ?» Bethany jeta un coup d'œil vers la fenêtre de la classe, puis de nouveau vers James, les sourcils froncés. « Il y a quelque chose qui cloche, mais je n'arrive pas à le dire. » Elle réagit à peine quand les autres enfants la taquinent ou la bousculent, mais ces derniers temps, elle sursaute au moindre bruit. La voix de James baissa, plus aiguë. « As-tu déjà vu des bleus ou quelque chose d'inhabituel sur son corps ?» Bethany hésita. « Un jour, j'ai remarqué une petite égratignure au poignet et une marque rougeâtre sur la nuque. J'ai posé des questions, mais mademoiselle Diane m'a répondu qu'elle était simplement maladroite, qu'elle trébuchait toujours sur les chaises et les bureaux. »« Tu crois ça ?» coupa James, plus fermement qu'avant. Bethany soutint son regard un instant, puis secoua la tête presque imperceptiblement. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas me mêler des affaires de famille. » James hocha lentement la tête, l'air indéchiffrable. Il sortit une carte de visite de son portefeuille, la retourna et y inscrivit un numéro à l'encre. « Si quoi que ce soit d'autre se présente ou quoi que ce soit, appelez-moi. » Il lui glissa la carte dans la main, ferme mais douce, puis se retourna et s'éloigna à grands pas. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, il s'arrêta dans un parc et acheta 2 cornets de glace.
La brise fraîche les empêcha de fondre trop vite, mais Émilie ne toucha pas au sien. Elle se contenta de le fixer. Fatigué, demanda-t-il, sans s'attendre à une réponse. Non, dit doucement Émilie. James la regarda dans les yeux. Ta belle-mère t'a fait du mal? Émilie hésita, puis secoua la tête, puis acquiesça. James ne dit rien de plus. Il resta assis à côté d'elle, silencieux. Au bout d'un moment, elle baissa les yeux sur ses mains et murmura, « Ma belle-mère ne m'aime pas. Mais grand-mère a dit que si je te le disais, tu partirais et ne reviendrais jamais. » James se tourna complètement vers elle, le regard fixe. « Qui t'a dit ça? » Grand-mère, et ma belle-mère aussi, avoua Émilie en le regardant dans les yeux pour la première fois de la journée. J'ai peur que si je dis la vérité, tu disparaisses. James expira doucement et posa sa glace intacte sur le banc. Il passa un bras autour de ses épaules. Émilie ne se pencha pas, mais ne s'écarta pas non plus. Écoute-moi, murmura-t-il près de son oreille. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, je ne vais nulle part. Même si tu es en colère ou que tu ne veux pas parler, je serai toujours là. Émilie fit un petit signe de tête, si léger qu'il semblait qu'elle retenait encore son propre espoir. Le lendemain matin, James annula son retour à l'unité. Il envoya un courriel demandant 7 jours de congé, sans donner de raison, simplement qu'il avait besoin de repos. Il passa toute la matinée à l'étage, la porte entr'ouverte, à écouter, chaque pas, le roulement doux d'une valise, le tintement des cuillères dans la cuisine en contrebas. Vers 11h30, il entendit les pantoufles d'Émilie s'agiter près de la cuisine, puis la voix basse de Diane, « Tu salis encore le sol? Jusqu'où veux-tu me pousser ?» Le silence s'éternisa, puis le ton de Diane se durcit. « Tu as de la chance de pouvoir encore manger, t'habiller, vivre dans cette maison. La mort de ta mère a été la meilleure chose qui te soit arrivée. » Son cœur battait fort. Il resta immobile, à l'écoute. La réponse d'Émilie n'était qu'un murmure, « Je suis désolé, je l'ai déjà nettoyé. »« Non, tu ne l'as pas fait. » La voix de Diane était froide comme la pierre, « Va chercher un chiffon, à genoux, nettoie. » Une porte de placard s'ouvrit en grinçant, une serviette bruissa, puis la voix moqueuse de Ricky, et, le monstre sous le lit a faim. Si quelqu'un désobéit, il vous mordra les jambes. Émilie murmura, « S'il te plaît, ne le fais pas. » Je plaisantais, se moqua Ricky. Vraiment, dit-il, les yeux brillants de menace. Tu as peur, hein? Je pensais que tu étais habitué maintenant. James se leva silencieusement et descendit l'escalier en rampant, agrippé à la rampe, les jointures blanches. Il s'arrêta devant la porte d'Émilie, l'entr'ouvrit de quelques centimètres, puis entendit un léger sanglot. Il entra et s'éclaircit la gorge. « Papa est rentré, » dit-il d'une voix calme mais autoritaire. Ricky se leva d'un bond. « Oh, tu es debout. » Je la surveillais juste pour Diane. Elle a renversé de l'eau, alors je lui ai dit de nettoyer. Je plaisantais, je ne pensais pas qu'elle gèlerait comme ça. James bloqua la porte sans un mot, les yeux rivés sur Ricky pendant 2 longues secondes, puis le dépassa. À l'intérieur, Émilie était agenouillée dans un coin, un chiffon sale à la main. Son pyjama était froissé, ses cheveux en bataille, et ses mains rouges et rugueuses à force de frotter. Diane la suivit, feignant l'inquiétude. Que se passe-t-il? Je ne savais pas que Ricky était là, il a dû l'avoir renversée et est venu la taquiner. Tu sais comment il est. James resta silencieux. Il s'agenouilla près d'Émilie et lui prit doucement la main. Elle ne broncha pas, baissa simplement les yeux. Ça va, mon cœur? Sa voix était rauque. Émilie hocha la tête, lentement, mécaniquement, comme si elle apprenait le mouvement. James serra les poings, puis se leva. Il fusilla Diane du regard. Sortez, tous les deux. Diane marqua une pause et haussa les épaules. D'accord. Mais n'oublie pas, parfois, elle imagine des choses, c'est ce que le thérapeute a dit. Ricky eut un sourire moqueur. Les enfants de nos jours, ricana-t-il. Diane et Ricky partirent sans un mot. Lorsque la porte se referma, James s'assit en face d'Émilie, lui laissant de l'espace. Il parcourut du regard sa petite chambre rose pâle, les murs étaient nus, les dessins joyeux avaient disparu. Au pied du lit gisait une peluche déchirée, dont le rembourrage dépassait. Il la ramassa et trouva des papiers pliés à l'intérieur. Le premier était un dessin au crayon représentant une maison, 3 bonhommes allumettes, un homme, un enfant et une femme sans visage.
Le second, dessiné au crayon tremblant, portait l'inscription « Ne le dis pas à James ». James plia les billets, les rangea dans sa poche et tendit à nouveau la main vers Emily. Elle croisa son regard, et il sut que rien ne l'empêcherait de découvrir la vérité. Il glissa les papiers dans la poche de sa chemise. Lorsqu'il se retourna, Emily était toujours là, immobile. Il s'assit à côté d'elle, prenant soin de ne pas la toucher. « Si tu veux aller quelque part, murmura-t-il, dis-le-moi. N'importe où. » Emily tourna lentement la tête. Son regard avait perdu l'étincelle qu'une enfant de 5 ans devrait avoir. Elle ne répondit pas, mais pour la première fois, elle se rapprocha de lui, de quelques précieux centimètres. Ce petit mouvement suffisit à James, quelque part dans l'ombre de son esprit, subsistait une lueur d'espoir. Avant que l'aube ne perce complètement la brume matinale, James s'éclipsa de la maison. Il dit à Diane qu'il avait une urgence à régler sans explication, sans détail. Elle hocha simplement la tête, l'air étrangement soulagé. Emily était allongée sous son épaisse couverture, immobile, ou peut-être encore endormie. Son premier arrêt fut chez Madame Charlotte, la voisine âgée juste derrière le mur du fond. Elle jeta un coup d'œil à travers le rideau et ouvrit la porte, la surprise se lisant sur son visage ridé. « Oh, James, ça fait un bail. »« J'ai quelques questions, » dit-il en la regardant dans les yeux. « J'espère que tu seras honnête. » D'une main tremblante, elle versait du thé dans le salon. Lorsqu'il demanda des nouvelles d'Emily, Charlotte hésita. « Chaque nuit, j'entends des pleurs ou plutôt des gémissements, parfois un doux appel à « maman ». Je pensais qu'elle était somnambule, les enfants font des cauchemars, non? As-tu déjà entendu Diane élever la voix, demanda James doucement. Pas tout le temps, admit Madame Charlotte. Elle a du caractère, certes, mais en public, elle est toujours souriante. On ne devinerait jamais. Sa main planait au-dessus de la tasse de thé. Je me doutais de quelque chose, James, mais j'avais peur. Il la remercia et se leva. Alors qu'il se retournait, Charlotte lui prit la main. Si tu as besoin que quelqu'un prenne la parole, je ne me tairai plus. À la clinique privée, le docteur Fields l'accueillit avec une réserve polie, les yeux rivés sur l'écran d'ordinateur. James alla droit au but, avez-vous déjà remarqué quelque chose d'inhabituel dans le dossier d'Emily? Fields s'éclaircit la gorge en parcourant ses notes. Elle est sujette à de légers maux de gorge, un cas d'irritation cutanée, mais rien qui suggère une maltraitance. Chaque fois que Diane l'amenait, elle décrivait les symptômes avant même que je puisse poser la question. Elle parlait au nom d'Emily, présentée comme la mère idéale, confiante, informée. Je n'ai pas le droit d'interroger un parent. James serra le poing à ses côtés, puis le laissa retomber. Vous êtes médecin, vous avez le droit de poser des questions. Fields n'a pas donné de réponse. Cet après-midi-là, James rentra chez lui et resta assis dans sa voiture, l'esprit embrouillé par les esquives de Charlotte et le silence prudent du docteur Fields. Personne n'avait rien fait. Il déverrouilla son téléphone pour consulter ses notes et trouva un email non lu provenant d'un expéditeur anonyme. Pour le vrai père. Demandez à Emily quel est le coin du placard où elle se cache chaque nuit. Aucune signature, aucune pièce jointe, et pourtant chaque mot le blessait plus profondément que n'importe quelle lame. Il éteignit le téléphone et se dirigea droit vers la chambre d'Emily. Elle rougissait, la tête baissée, et ne leva pas les yeux lorsqu'il entra. « Emily, dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle, papa a quelque chose à te demander. Y a-t-il quelque chose de spécial dans ce coin de ton placard ?» Ses yeux s'écarquillèrent, ses pupilles tremblant légèrement. Elle ne parla pas, mais pour la première fois, son petit visage exprima la panique, une réponse plus douce que n'importe quelle parole. Ce soir-là, il avait fait le tour du quartier sous la faible lumière des lampadaires, escaladé la clôture qu'il avait réparée l'année précédente et s'était glissé par la fenêtre du débarras qu'il savait déverrouiller. Chaque pas dans la maison obscure était guidé par la mémoire, et non par la vue. Il entendait la respiration rauque d'Emily, pas de cris, pas de voix, juste un léger gémissement. Dans sa chambre, il la trouva sous la chaise du bureau, serrant contre lui un ours en peluche dont le ventre avait été ouvert. Il s'assit près d'elle, posant doucement sa main sur son dos. « Non, murmura-t-il, jamais. Quoi qu'il arrive, je ne serai jamais en colère. Je suis là. » Emily se pencha vers lui, pressant sa petite tête contre son épaule. Elle tremblait, mais ne pleurait pas, agrippant son manteau comme pour le retenir à ses côtés. Après l'avoir bordé en toute sécurité, James activa l'enregistreur de son téléphone non pas pour entendre ses paroles,
mais pour le silence entre eux, plus fort que n'importe quelle confession. Il ferma doucement la porte et appela, « J'ai besoin de matériel et peut-être d'un mandat de surveillance. » « C'est réel, Marcus, c'est ma fille. » Alors que le vent nocturne charriait la fine fumée de la cigarette qu'il n'avait même pas fumée, James savait qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Non pas par colère, mais pour l'enfant de 5 ans qui avait appris à se cacher dans un placard sombre juste pour se sentir un peu plus en sécurité. Alors qu'il était en mission d'infiltration, Marcus se pencha sur la table défoncée et disposa 3 petits objets, un chargeur avec microphone dissimulé, une caméra de la taille d'un bouton et une minuscule puce d'enregistrement intégrée dans la tête d'un ours en peluche. Celui-ci est pour Emily, dit-il avec un sourire ironique en désignant l'ours. Quand elle le serre dans ses bras, il capte tout ce qui l'entoure. La batterie se recharge grâce à un capteur de chaleur corporelle. James hocha la tête, sans plus poser de questions. Il rangea soigneusement chaque gadget dans une pochette anti-choc et se glissa dehors par la porte de derrière. Cet après-midi-là, Diane ramena Emily de l'école. James était dehors, en train de bricoler la lumière du Porsche. Ricky se prélassait dans le salon, un casque audio surdimensionné sur les oreilles, les yeux rivés sur son téléphone. Personne ne remarqua James se faufiler dans la chambre d'Emily pour vérifier la prise cassée. Il brancha le chargeur, confirma le signal sur son application mobile et plaça l'ours en peluche soigneusement près de son oreiller. L'opération dura moins de 8 minutes. Le dîner se déroula dans un calme étrange. Diane plaisantait en remuant les spaghettis, les plats préférés de James, sur la cuisinière. Ricky traînait les pieds pour faire la vaisselle, et Emily restait assise si silencieusement à table que cela semblait presque étrange. James parlait peu, mais il regardait l'horloge, attendant minuit. À 2 heures du matin, la maison était baignée par la seule lueur de l'écran du téléphone de James. Le premier fichier audio venait de se télécharger. Il brancha son casque et appuya sur lecture. Des pas, puis un léger gémissement d'Emily. La voix de Diane perça, aiguë et cristalline, « Tu renverses encore l'eau, hein? Combien de fois vais-je devoir te répéter que tu es inutile, comme la catin qui t'a donné naissance ?» Une claque, forte et claire. Emily ne pleurait pas et ne suppliait pas, seulement le son de sa respiration saccadée et tremblante. Puis la voix de Ricky retentit, basse et menaçante, « C'est notre petit secret, tu te souviens? Quiconque le révèle sera emporté par le monstre. » Emily resta silencieuse, le silence s'étirant entre eux, jusqu'au cliquetis lent et sec d'une porte qui se referme. James retira son casque et se redressa brusquement dans son lit, le cœur battant la chamade. Il alluma une petite lampe, ouvrit l'application de surveillance et observa la caméra en vision nocturne, elle filmait la chambre d'Emily depuis le coin, près de sa tête de lit. Les visages n'étaient pas nets, mais le timing était parfait. Il appela Marcus. « J'ai besoin que tu entendes ça. J'ai hâte. » À l'autre bout du fil, Marcus servit du café. Il écouta l'extrait, silencieux un instant, tendu, puis dit d'une voix basse et ferme, « C'est suffisant pour commencer, mais pas pour condamner. Diane prétendra qu'elle ne fait que punir un beau-fils, et Ricky dira que c'est une plaisanterie. Tu sais comment ça se joue. » James pressa ses doigts sur son front. « Alors, qu'est-ce que je fais? » « Attends que. » Patience et précision, coupa Marcus. « Si tu bouges maintenant, ils disparaîtront et emmèneront Emily avec eux. Je l'ai vu arriver. » Silence. La main de James se serra. « D'accord. Je vais nettoyer et ranger les preuves. Ensuite, je ferai comme si de rien n'était. Je souris, je dîne, je remercie, et je continue à enregistrer. » Le lendemain, James s'assit pour dîner en famille. Il raconta une vieille blague militaire qui fit rire Ricky, et Diane remplit même son verre de vin. Emily s'assit à côté de lui, silencieuse, mais jeta un coup d'œil à son père, non pas pour le supplier, mais pour attendre. Cette nuit-là, Emily parla dans son sommeil. James, lisant le journal dans sa chambre, l'entendit gémir. Il ouvrit la porte et entra. « Papa est là, » murmura-t-il. Emily se retourna, toujours endormie, la voix tremblante, « Monsieur Ricky a éteint la lumière, il ne me laissait pas respirer. J'avais peur. Je n'osais pas crier. » James serra les poings. Il ne la réveilla pas, mais dans son esprit, une décision jaillit, nette et irréfutable. Le lendemain matin, il installa une petite caméra sous la table à manger et une autre dans le stylo plume qu'il portait toujours sur lui. Chaque fois que Ricky entrait dans la chambre d'Emily, James notait l'heure.
Chaque fois que Diane criait, il enregistrait son ton et son attitude. Chaque nuit, il chiffrait les données et les envoyait à Marcus, les stockant sur 2 disques durs distincts, dont l'un était enfermé dans un coffre-fort bancaire au nom de Marcus. Emily l'ignorait. Diane l'ignorait. Ricky l'ignorait. James était devenu un homme à 2 visages, un père discret le jour, une sentinelle silencieuse la nuit. Après minuit, seul dans sa voiture, James écoutait le 3e enregistrement où Emily respirait doucement tandis que Ricky chuchotait à propos du monstre sous le lit. Il savait qu'il atteignait ses limites. Non pas faute de preuves, mais parce que chaque seconde d'attente était un jour de plus pour Emily, qui vivait dans une peur indicible. Cet après-midi-là, James conduisit Emily chez grand-mère Charlotte, expliquant à son père qu'il devait s'occuper d'une mission hors de l'État pendant quelques jours. Charlotte le regarda simplement dans les yeux, hocha la tête et prit la main d'Emily. La petite fille entra sans un regard en arrière, comme si elle pressentait déjà le changement. Alors que la voiture s'éloignait, James garda la vitre relevée, concentré sur la route. À son oreille, la voix de Marcus grésillait, « Tu peux te reposer ». James ne répondit pas. Il entoura Emily de ses bras, le regard perdu dans le vide par la fenêtre. Plus personne ne parla, mais une vérité s'imposait, aujourd'hui, le silence avait enfin été brisé, non par des cris, mais par le bon geste au bon moment. Une enfant incapable de trouver les mots pour exprimer sa douleur, un père convaincu de ne jamais pouvoir pardonner et une femme qui n'avait jamais appris à aimer s'étaient enfin retrouvés dans un moment qui se passait de mots. L'audience du tribunal de comté se tenait dans une petite salle d'audience peu remplie. Dehors, une bruine constante tombait dans l'air froid, mais à l'intérieur, tous les regards étaient rivés sur 3 silhouettes, Diane, Ricky et Suzanne. Diane était assise, immobile, les cheveux soigneusement attachés en arrière, les mains tremblantes bien qu'elles ne fussent pas menottées. Ricky s'agitait, visiblement peu habitué au silence d'une salle d'audience. Suzanne, autrefois celle qui contrôlait toutes les conversations, restait assise en silence, évitant le regard de tous. James était assis au 2e rang, juste derrière le procureur. Emily était à la maison avec grand-mère Charlotte, comme sa thérapeute l'avait conseillé. Dans sa plaidoirie, le procureur a lu des enregistrements audio, des photographies des blessures et le journal de bord d'Emily. Il ne s'agit pas d'une affaire de malveillance soudaine, a-t-il déclaré d'une voix ferme, mais d'un silence prolongé, d'une chaîne de négligence, de maltraitance et de dissimulation, dont la seule victime était une enfant sans voix. Le juge regarda Diane droit dans les yeux. Sa voix était calme. Diane Lambert, en tant que tutrice légale, vous êtes condamnée à 4 ans de prison ferme pour maltraitance avérée sur mineur. Il se tourna vers Ricky. Richard et Ricky O'Morgan, vous êtes reconnus coupables de harcèlement moral sur mineur, avec menaces et intimidation. Vous êtes condamnés à 18 mois de prison avec sursis. Enfin, il s'adressa à Suzanne. Suzanne Lambert, bien que vous n'ayez pas commis de violence physique, le tribunal vous déclare coupable d'incitation et d'incitation volontaire à la violence conjugale. Vous êtes condamné à 2 ans de sursis avec interdiction de tout contact avec votre petite fille ou d'autres mineurs. Des larmes coulèrent sur les joues de Diane. Elle ne protesta ni ne supplia, ses épaules s'affaissèrent simplement, comme si elle ne pouvait plus se tenir droite. Quelques jours plus tard, Emily reprit sa thérapie avec James. Lorraine, la psychologue aux cheveux argentés dont la voix était douce comme du papier de soie, sortit de l'arrière-salle et leur adressa un léger signe de tête. Sans un mot, elle ouvrit la porte et James suivit Emily à l'intérieur. « Je veux dessiner aujourd'hui », dit doucement Emily. Sa voix était lente, mais la peur ne laissait plus de place à ses tremblements. James était assis dans un coin de la pièce, ni trop près ni trop loin, les mains posées sur ses genoux, veillant à ne pas perturber le silence fragile qui s'installait entre eux. Emily prit un crayon marron, puis un vert, puis un orange pâle. Sur le papier, une image commença à prendre forme, une maison au toit de tuiles rouges, une petite cheminée projetant une fine traînée de fumée dans le ciel, des rideaux violets aux fenêtres et un jardin avec 2 pommiers. Une balançoire en pointillé était suspendue sous eux, et 2 silhouettes étaient assises sous les arbres, l'une grande aux cheveux noirs, l'autre petite, appuyée sur l'épaule de la plus grande. Lorraine attendit qu'Emily pose son crayon, puis demanda doucement, « Qui sont-ils, mon cœur ?» Emily pencha la tête, puis regarda James. Une lueur brilla dans ses yeux. « C'est la maison. C'est moi et papa. » James déglutit difficilement, ne dit rien et sourit doucement, une main sur son genou, l'autre serrée sur ses genoux. Les jours qui suivirent passèrent doucement, comme si l'air de la maison avait appris à se calmer. James commença à se lever plus tôt.
Il réchauffait le lait d'Emily à la température exacte recommandée par le médecin, s'entraînait à faire des toasts juste assez croustillants sans brûler les bords. Il avait été soldat des forces spéciales, mais n'avait jamais cuisiné pour personne ni lu les étiquettes de dentifrice pour une enfant de 6 ans. L'après-midi, il conduisait Emily à l'école dans leur pick-up. Le soir, il jouait à des jeux de lettres avec des tuiles en bois ou coloriait simplement ensemble en silence. James ne lui demandait jamais si elle se souvenait de quoi que ce soit, ne la poussait jamais à pardonner, il était simplement présent, chaque jour. Une nuit pluvieuse, après avoir terminé La petite fille et le forestier silencieux que Emily avait choisi à la bibliothèque de l'école, James referma la couverture et se leva. Emily le tira par le bras, d'une voix à peine murmurée. « Papa ?» Il se retourna, attendant. « Tu restes, n'est-ce pas ?» James ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha, s'assit près du lit et posa sa main sur la couverture qui recouvrait la sienne. « Je ne vais nulle part, même si tu es triste, en colère ou silencieuse. Je reste. » Emily hocha la tête et, pour la première fois, remonta la couverture jusqu'à ses épaules. Un petit sourire frémissait sur ses lèvres, comme la surface d'un verre d'eau effleurant une brise passagère. Le lendemain matin, James réparait un robinet qui fuyait lorsqu'Emily fit irruption, une feuille de papier à la main. Sans un mot, elle grimpa sur une chaise, scotcha le dessin au réfrigérateur et sauta à terre. James s'essuya les mains et s'approcha. L'image représentait 2 personnes debout sous la pluie, James en manteau, Emily tenant un parapluie. À leurs pieds, une flaque d'eau, entourée de lignes obliques suggérant le vent. Dans le coin supérieur gauche, griffonné en lettres irrégulières, se trouvait un mot « maison ». Le H était à l'envers, mais les traits étaient nets et nets. Personne ne lui avait appris à écrire ce mot ni ne lui avait dit à quoi devait ressembler leur maison. Nul besoin de légende, la réponse se trouvait dans les lignes tremblantes de ce dessin. Il n'y a pas eu d'applaudissements, pas de discours, juste une simple feuille de papier collée sur le réfrigérateur avec 2 petits morceaux de ruban adhésif, comme un signe silencieux qu'ils ont tous deux compris, désormais, c'est chez eux. L'automne arriva, et les feuilles rouges flottaient sans cesse sur la route de banlieue. La brise était légère, pas de pluie, mais le ciel couvert ralentissait un peu le rythme. James sortit du quartier général, une enveloppe marron portant 2 mots manuscrits, Emily Jane. Elle venait du centre de réadaptation psychologique du comté de North où une lettre de Diane Lambert, timbrée et vérifiée, écrite une semaine auparavant. James la lut une fois, puis la plia. Il ne la déchira ni ne la jeta, il la gardait dans le tiroir à côté de son lit. Chaque soir, il l'ouvrait, non pas pour la relire, mais pour se rappeler qu'elle était toujours là. L'écriture de la lettre de 3 pages restait ferme, même si elle tremblait parfois. « S'il y a une autre vie, » avait écrit Diane, « tout ce que j'espère, c'est que tu n'appelleras jamais personne d'autre que ta mère biologique, maman. Mais si tu pouvais m'appeler ainsi une fois, juste une fois, je ferais tout ce chemin pour le mériter. » Diane ne cherchait aucune excuse ni ne demandait pardon, elle racontait simplement la vie au centre, le groupe de thérapie et les nuits blanches où elle voyait la petite fille dans ses rêves, tenant ce vieil ours en peluche et l'observant en silence. James ne savait pas quoi faire de la lettre. Emily n'avait jamais posé de questions sur Diane, n'en avait jamais parlé. Le docteur Lorraine avait dit, rien ne presse, un enfant n'a pas besoin de toute la vérité d'un coup. Mais un jour, elle aura besoin de l'entendre, d'une voix honnête, sans amertume. Un samedi matin, James réparait la voiture au garage. L'air était frais, une voix basse à la radio annonçait le trafic. Emily était à l'intérieur, dessinant des maisons avec des portes, des arbres et des fenêtres, fini les pièces sombres, fini les recoins cachés. Vers midi, la sonnette du portail retentit. James sortit. Emily était déjà là, les mains sur les hanches, la queue de cheval légèrement de travers, les joues roses de froid. Le portail s'ouvrit et elle courut vers lui, les bras grands ouverts. « Tu as 5 minutes de retard », fit-elle semblant de le gronder. James rit doucement. « J'ai grillé un feu rouge. » Emily lui prit la main, ne dit rien, et ils rentrèrent ensemble dans la maison. Derrière eux, le portail se referma avec un grincement familier, un bruit qui semblait froid autrefois, mais qui ne l'était plus. Ce soir-là, Emily prit son dernier dessin et le scotcha au mur, à côté du réfrigérateur. Il représentait une maison éclairée, la porte grande ouverte. Dans la cour se tenaient 2 silhouettes, l'une grande, l'autre petite, sous un pommier planté de fruits. Sur un banc de pierre se trouvait une lettre tracée en gris pâle. James la regarda, mais ne posa pas de questions, Emily ne donna aucune explication.
Tandis qu'il se retournait pour verser de l'eau, elle dit doucement, « Je pense que si quelqu'un s'est trompé de chemin pendant un moment, mais veut revenir, alors la porte devrait être ouverte. » James posa le verre et s'immobilisa. « Tu as raison, dit-il. Mais toutes les portes n'ont pas besoin de s'ouvrir immédiatement. Certaines ont besoin de temps, et de frapper au bon coup. » Émilie hocha la tête, puis courut dans sa chambre, ses petits pas résonnèrent uniformément sur le parquet. Au bout du couloir, elle marqua une pause. « Papa ? » « Oui. »« S'il te plaît, ne ferme pas la porte à clé, d'accord ? » ?»« Jamais. »« Jamais, promit James. »« La porte est toujours ouverte. » L'histoire de James et Emily ne se résume pas à une quête de justice, c'est un cheminement vers la confiance, ce don si fragile et pourtant si puissant que l'on retrouve dans chaque cœur. Personne ne naît en sachant être père ou mère. Mais face à un petit cœur qui a besoin de protection, ce qui compte, ce n'est pas la perfection, c'est le courage de rester, même si cela peut être douloureux. Que pensez-vous de cette fin? Si vous aviez été à votre place, auriez-vous donné cette lettre à Emily? Croyez-vous qu'on puisse racheter quelqu'un qui a fait souffrir? Et comment allez-vous ces derniers temps? Y a-t-il quelque chose qui vous maintient en vie, même lorsque vous êtes fatigué? Si vous traversez des jours calmes en ce moment, j'espère que vous savez que vous n'êtes pas seul. Quelqu'un, quelque part, attend toujours que vous ouvriez à nouveau votre porte. N'hésitez pas à partager vos impressions ci-dessous, je les lis toujours et je suis toujours à votre écoute.